chaque jour a une sagesse. En Afrique, chaque jour a une sagesse. Si on respecte quelqu'un, on le respecte aussi en son absence. Proverbe béninois. En Afrique, chaque jour a une sagesse. Regard panafricain de ce jour se penchera uniquement sur l'actualité du côté du Burkina Faso autour du survol de l'espace aérien de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a encore quelques jours, ce que certains ont d'ailleurs qualifié de violation de l'espace aérien. À cet effet, le ministre burkinabé de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly, dénonce une coalition internationale contre le Burkina Faso. Il n'a pas manqué pour l'occasion de questionner l'apport de certains partenaires internationaux. Et justement, parlant de partenaires, parlons de la Russie. Le ministre de la Défense a également déclaré, je cite, « Beaucoup de gens pensent que ce sont les Russes qui nous guident. Mais les Burkinabés ne sont pas des enfants. La Russie, a-t-il insisté, ne fixe pas les règles et ne nous donne rien. C'est le peuple burkinabé qui contribue à l'effort de guerre contre l'insurrection djihadiste dans le pays. » Fin de citation. Une déclaration qui intervient au moment où la communauté internationale accuse la Russie de commettre des bavures dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest et accuse les mercenaires russes, entre guillemets, de Wagner. Alors, ce que refute bien sûr Ouagadougou. Monsieur Koulibaly s'exprimant le rappel à Ouagadougou lors d'une réunion avec les représentants syndicaux et les dirigeants d'autres groupes de la société civile. Que doit-on comprendre? Comment analyser ces déclarations du ministre de la Défense du Burkina Faso qui se cache derrière ce survol de l'espace aérien burkinabé? On en parle tout de suite. Vous êtes sur la 96.3 FM For You Radio, bien sûr. Vous pouvez également nous suivre en direct à travers nos différentes plateformes Facebook et YouTube, mais aussi notre application. Vous la téléchargez simplement, For You Media Africa, bien sûr. Vous pourrez suivre en live, mais aussi sans manquer cette émission qui sera rediffusée sur les antennes de For You Télévision, For You Media TV Africa. En tout cas, merci à vous d'être toujours présents et merci de répondre positivement à cette autre invitation de votre média panafricain. Notre invité de ce soir, le docteur Sango. Bonsoir, docteur Sango, et bienvenue. Bonsoir, madame Manuela, et bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous écoutent ce soir. Alors, docteur Sango, aujourd'hui, on va parler de cette actualité, comme on l'a dit à l'entame, du côté du Burkina Faso, ce qui s'articulera donc autour de 2 points. D'abord, on va commencer par cette sortie du ministre de la Défense, du ministre burkinabé de la Défense. Alors, je vais citer, c'est par là d'ailleurs qu'on va commencer. Beaucoup de gens pensent que ce sont les Russes qui nous guident, a donc déclaré monsieur Koulibaly, mais les Burkinabés ne sont pas des enfants. La Russie a-t-il insisté, ne fixe pas les règles et ne nous donne rien. C'est le peuple burkinabé qui contribue à l'effort de guerre contre l'insurrection djihadiste dans le pays
Docteur Sango, comment est-ce que vous analysez cette déclaration du ministre burkinabé? Oui, j'analyse cette affirmation du ministre de la Défense burkinabé comme étant une affirmation Oui, qui vise à repréciser un certain nombre de choses. Parce que vous savez que depuis que le monde est en train de se reconfigurer, parce que depuis un certain temps, le monde est en train de se transformer, oui, est en train de changer de pôle. Nous sommes en train de tourner, n'est-ce pas, la page, n'est-ce pas, d'un monde qui s'était longtemps caractérisé par le paternalisme, par les injonctions, par la dépendance, oui. et qui s'est manifesté pendant longtemps dans les relations ou dans les rapports entre les pays occidentaux et les pays africains. Ce qui fait que depuis un certain temps, l'Afrique s'était longtemps présentée comme une entité dépendantiste de l'Occident, Oui. où on voyait l'Afrique comme étant un éternel enfant de l'Occident. Oui. Ouais, donc aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Les mentalités sont en train d'évoluer. Les États sont en train de comprendre que cette façon de faire était une violation non seulement au droit international, mais aussi et surtout au principe de la souveraineté des États. Des États, oui. Donc, lorsque le ministre de la Défense, dont burkinabé, fait cette précision à travers cette affirmation, il vise à démontrer une chose. La chose là, c'est laquelle? C'est que il est en train de transmettre le message au monde entier que 63 ans après les indépendances aujourd'hui, Oui. il est incongru qu'on continue encore de penser que le Burkina Faso serait un pays qui serait sous le joug d'une certaine puissance. Oui. Donc cette affirmation est tout simplement l'expression de la souveraineté du Burkina Faso. Et vous savez que sur le plan pratique et même opérationnel, le Burkina Faso aujourd'hui et le Mali sont ces deux pays qui s'offrent comme un idéal type d'analyse de cette reconfiguration des rapports internationaux que je viens de vous indiquer là aujourd'hui. Oui. Parce que lorsque vous voyez la grille politique ou alors idéologique que ces deux pays-là ont décidé d'impulser depuis un certain temps du côté de leur pays, on comprend bel et bien que l'objectif maximaliste est de mettre un terme à ce rapport papa-enfant, ou si vous voulez, à ce rapport paternaliste qui avait longtemps caractérisé les pays africains avec les puissances occidentales. Donc aujourd'hui, vous voyez que la France-Afrique, il faut le dire, c'est-à-dire ce bloc occidental, est de plus en plus en difficulté de ce côté du Burkina Faso. Oui. Et le ministre de la Défense burkinabé a tout simplement dit ce que tout son gouvernement pense. Ce qu'il a dit là, c'est tout ce que son gouvernement pense parce que c'est le programme même politique de ce que ce gouvernement est en train d'impulser. Oui. C'est-à-dire vivre ou alors activer la souveraineté de ce peuple-là qui est longtemps resté comme un slogan. Parce que vous savez que dans les relations internationales, depuis la colonisation, même après ce fameux processus des indépendances de 1960, on parle de la souveraineté des pays africains, etc., etc. Mais quand sur le plan pratique, ce n'est pas une véritable souveraineté au sens strict du terme. C'est une souveraineté qui était longtemps entretenue par les puissances étrangères. Donc, pour chuter, je vais tout simplement dire que cette affirmation du ministre de la Défense du Burkina Faso est tout simplement une affirmation qui montre aux yeux de la communauté internationale, fondamentalement à ce bloc occidental qui pense que c'est la Russie qui a remplacé le bloc occidental, mais que non, qu'aujourd'hui, ce Burkina Faso est prêt à vivre sa souveraineté comme un État souverain sur la scène internationale. Mais on note quand même, docteur Sango, que cette déclaration, cette affirmation intervient dans un contexte assez particulier. On parle de cette, je ne sais pas si je dois dire bavure ou encore ce drame, entre guillemets, ce massacre de la population dans une partie du pays. Je vais retrouver le nom, je pense dans un village, je vais me retrouver. Alors voilà, du côté de Karma,
Alors, on parle justement, parce qu'il faut préciser qu'il y a cette affaire qui est en cours là-bas de ce côté-là. On parle de 36 corps qui avaient été enterrés la semaine dernière du côté de Karma. Et vous savez on parle d'hommes en uniforme militaire qui auraient été identifiés, qui sont désignés comme des coupables. Et on sait aussi que cette communauté dite internationale accuse je vais peut-être pas utiliser le même terme, mais en tout cas les militaires russes, entre autres, d'avoir été à l'origine de ce massacre, bien sûr, de connivence avec les forces burkinabées. Alors, c'est une affirmation qui intervient dans ce contexte. Vous savez que derrière cette dynamique de lutte contre le terrorisme, ou alors derrière ce rapport de force que le Burkina Faso et le Mali ont décidé d'impulser, il y a également l'enjeu communicationnel qui joue un rôle très important. Bien sûr, très important. Donc, lorsque vous faites une adéquation entre l'affirmation du ministre de la Défense et ces massacres qu'on a vécu du côté du Burkina Faso, ce n'est pas fait de manière isolée, hasardeuse. Donc, le camp d'en face veut tout simplement capitaliser cette situation-là pour toucher la conscience de l'opinion nationale africaine et même internationale, pour à l'effet de démontrer qu'en réalité, le nouveau partenaire du Burkina Faso aujourd'hui n'est pas sérieux. Le nouveau partenaire avec qui le Burkina Faso est en train de travailler aujourd'hui ne lutte pas contre le terrorisme sur le terrain. Il est plutôt en train de tuer les civils, etc. Tout à fait. Donc, cet enjeu communicationnel est très important. Et à l'analyse politique, il ne faut pas l'isoler. Ça entre dans la logique normale de la guerre conventionnelle comme de la guerre asymétrique. Donc, en ce qui concerne l'affaire des bavures, il faut le dire, qu'on soit d'un côté comme de l'autre, il y a toujours eu des bavures lorsque une armée, fût-elle professionnelle, est sur le terrain. Donc, ce qu'on reproche souvent, c'est quoi? C'est que c'est le fait d'utiliser l'armée comme étant le robot pour massacrer ce peuple-là. Parce que lorsqu'on voit par exemple les deux types de partenariats qui sont aujourd'hui en jeu du côté du Burkina Faso, parce que il s'agit de ça, il y a un partenariat qui a montré ses limites et qui est de plus en plus en train de céder la place à un nouveau partenariat. On voit bel et bien que le partenariat datant qui existait jusque-là du côté du Burkina Faso, c'est un partenariat qui n'était pas efficace pour lutter contre le terrorisme. On a vu que c'était un partenariat qui collaborait avec le terrorisme. On a vu que c'est un partenariat qui utilisait même le terrorisme comme un instrument, d'accord, de sauvegarde de ses intérêts. Et des exemples sur le terrain le démontrent. Lorsqu'on voit les armes qui sont utilisées sur le terrain, lorsqu'on voit le renseignement qui se passe sur le terrain, lorsqu'on voit ce qui s'est passé au Mali avec la preuve, n'est-ce pas? On sait que les autorités maliennes avaient d'ailleurs accusé l'un de ses partenaires de pactiser bien sûr avec les terroristes. Avec les terroristes, on arrive tout simplement à la conclusion que ce partenaire-là, en réalité, n'est pas là pour lutter contre le terrorisme. Et lorsqu'on fait même l'historiographie, n'est-ce pas, de ses interventions à travers le monde, je dis souvent, il n'existe aucun endroit dans le monde où ce bloc occidental, ce partenaire-là, a réussi à éradiquer le terrorisme de manière systématique. Or, lorsqu'on fait donc une analyse comparative en convoquant le partenaire d'en face qui est la Russie aujourd'hui et tous ses alliés, on voit bel et bien que c'est un partenaire qui ne châtie pas le terroriste. C'est un partenaire qui ne collabore pas avec le terroriste. C'est un partenaire qui, lorsqu'il est décidé d'en finir avec le terrorisme, il le fait. On peut convoquer les exemples à travers le monde pour démontrer que partout où le partenaire russe est intervenu pour éradiquer le terrorisme, il l'a fait avec des moyens d'élimination systématique. On peut convoquer par exemple la Tchétchénie où la Russie est intervenue. On peut convoquer plusieurs pays. Regardez par exemple la Syrie où elle est intervenue. On ne parle plus de ces djihadistes en Syrie. Donc, la Russie aujourd'hui est un partenaire qui se montre un tout petit peu sérieux dans la lutte contre le terrorisme. Et vous savez que le problème fondamental du continent africain aujourd'hui,
c'est ce problème de sécurité. Parce que tant que le continent ne sera pas sécurisé, tant que le continent ne sera pas en paix, on ne pourra jamais penser une politique de développement efficace. Ou du moins, on pourra la penser, mais on ne pourra pas l'implémenter sur le terrain. Donc, l'enjeu est au niveau sécuritaire aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que moi, je dis souvent, lorsque on analyse cette façon, ce système international africain en rapport avec ses partenaires occidentaux, je dis souvent que nous sommes dans les relations internationales. Et c'est vrai que dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Mais je dis souvent que si les intérêts des États sont souvent distinctifs, il arrive souvent à un moment donné que ces intérêts-là se rapprochent. Vous allez donc vous rendre compte que entre les intérêts de la Russie sur la scène internationale et les intérêts du continent africain, il y a une sorte de rapprochement. Et cette façon de faire là, ce rapprochement-là doit être capitalisé aujourd'hui par les puissances africaines. Les puissances africaines aujourd'hui ne doivent plus hésiter. Les puissances africaines aujourd'hui doivent utiliser cette opportunité pour se débarrasser d'un partenaire qui lui ont longtemps fait du mal. Donc, moi, je dis tout simplement que du côté du Burkina Faso, il y a cet enjeu communicationnel qu'il ne faut pas éluder. Il y a, n'est-ce pas, ce que j'appelle souvent les stratégies de pénétration et d'infiltration qu'il ne faut pas négliger parce que, contrairement à ceux qui acclament et proclament que la France-Afrique ou alors la France a été réduite, n'est-ce pas, ici à son impuissance totale, il faut faire très attention parce que la lutte contre le terrorisme n'est jamais un terminus. Vous pouvez avoir un point d'avance aujourd'hui sur votre ennemi et que demain, cet ennemi-là vient vous montrer qu'en réalité, vous n'êtes rien. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on pense que la France est dans une situation de difficulté qu'on doit croiser les bras. On doit être en éveil permanent parce que la France, de son côté, au même titre que le Burkina Faso et son nouveau partenaire ou ses nouveaux partenaires, travaillent quotidiennement pour essayer de se réinventer à l'effet de réinstaurer son influence qui est de plus en plus à perte de vitesse ou alors, si vous voulez, en pleine dégénérescence du côté du continent africain. Docteur Sango, qu'on a vraiment du mal à... C'est vrai, on parle depuis d'un nouveau partenaire, bien sûr, qu'est la Russie. Non, d'ailleurs, pas seulement du côté du Burkina Faso, mais on se pose quand même des questions parce qu'il faut dire que toujours dans cette déclaration, le responsable burkinabé a aussi dit qu'il n'y a pas de Wagner, c'est le terme qu'il a employé, il n'y a pas de Wagner au Burkina Faso. Donc ça suscite quand même des questions, on se demande, est-ce stratégique? Est-ce que le Burkina ne veut pas pour le moment assumer son partenariat avec la Russie? Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, je pense qu'il faut concevoir cette affirmation de manière ambivalente. Pour dire qu'en réalité, si on prend par exemple le plan positif, on peut concevoir cette affirmation-là comme étant une tactique ou si vous voulez une stratégie qui vise davantage à confirmer l'enjeu de la souveraineté dont je vous ai parlé ici aujourd'hui. Parce que lorsque le gouvernement du Burkina Faso, on dit qu'il n'y a pas Wagner dans son pays, au moment où la communauté africaine, la conscience internationale est rassurée que ce gouvernement-là travaille avec Wagner, cela montre qu'en réalité, le Burkina Faso aujourd'hui est libre de dire ce qu'il pense sur la scène internationale sans toutefois avoir des représailles. Donc, c'est le choix souverain de ce pays-là de dire ce qu'il pense. On ne peut pas aujourd'hui juger ce gouvernement d'avoir fait cette affirmation-là. Maintenant, si on prend maintenant l'autre côté qui peut être, n'est-ce pas, le revers de la pièce, on peut, dans une moindre mesure, en restant, n'est-ce pas, ici, dans le sens de la conception du bloc occidental, que en faisant cette affirmation-là, le gouvernement du Burkina Faso est en train, n'est-ce pas, de jouer sur deux vitesses.
c'est-à-dire le gouvernement du Burkina Faso, n'arrive pas à assumer officiellement sa position. Ou du moins, le gouvernement du Burkina Faso vise à protéger, n'est-ce pas, son ancien allié. Parce qu'il faut le dire, que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être embrouille au niveau diplomatique que les rapports ou alors la diplomatie ne fonctionne pas entre le Burkina Faso et ses anciens partenaires de la France. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est en train de se plier justement à l'ancien partenaire, aux exigences de l'ancien effectivement, partenaire? Donc c'est un rapport de force en réalité. C'est un rapport de force qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. Parce que dans la lutte contre l'insécurité, il faut souvent faire très 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 attention. On ne lâche pas un partenaire n'importe comment pour embrasser un autre. Puisqu'il y a souvent deux types de méthodes à observer. Il y a la méthode que j'appelle souvent la méthode minimaliste et la méthode dite maximaliste. Lorsqu'on prend la méthode minimaliste, c'est la méthode qui vise, n'est-ce pas, à lâcher l'ancien partenaire de manière progressive. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas rupture, il n'y a pas chassement total, il y a délaissement, mais avec prudence. D'accord? Or, de l'autre côté, il y a ce que j'appelle la méthode maximaliste qui consiste à dire non radicalement. C'est ce que nous avons vécu avec du côté du Mali avec Assimi Goïta. Donc, ces deux méthodes-là se vivent aujourd'hui en Afrique, que ce soit du côté du Mali, que ce soit du côté du Burkina Faso, mais aussi et surtout que ce soit du côté de la Centrafrique aujourd'hui. En Centrafrique, nous avons vécu, n'est-ce pas, cette méthode minimaliste. Elle n'a pas été maximaliste comme du côté d'Assimi Goïta. Mais je pense qu'au fil du temps, la méthode d'Assimi Goïta est en train de répandre ses tentacules du côté du Burkina Faso et du côté de la Centrafrique. Parce qu'en réalité, ces deux pays ont compris que pour être à l'abri de l'insécurité, ou du moins pour que leur politique de lutte contre l'insécurité porte des fleurs, comme cela est en train de se passer du côté du Mali, il est important d'entrer à l'école du Mali, ou si vous voulez, de suivre l'exemple du Mali. Donc, dans les jours à venir, il peut arriver un certain nombre de scénarios, et le premier scénario serait, par exemple, de passer de la méthode minimaliste à la méthode maximaliste, où le Burkina Faso ne va plus faire des affirmations diplomatiques, mais plutôt des affirmations radicales à l'effet de démontrer que il n'est plus avec l'ancien partenaire et il est maintenant officiellement avec un nouveau partenaire. Mais vous savez que c'est une bonne stratégie. Oui, ça dépend de la stratégie de chaque État. On a l'impression qu'on veut rassurer l'ancien partenaire. Parce qu'aujourd'hui, du côté du Mali, ce n'est pas un secret de polichinelle. On sait que là-bas, il n'y a plus la France là-bas, il n'y a plus l'ancien partenaire là-bas. On sait que le Mali est en train de travailler pour mettre l'ancien partenaire de côté. Et le Mali a fait appel à un nouveau partenaire. Donc, c'est la méthode maximaliste. C'est la façon de faire de la méthode maximaliste là-bas. Donc, moi, je pense que lorsqu'on voit comment la situation évolue sur le terrain, le Burkina Faso, comme la Centrafrique, mais aussi et surtout beaucoup d'autres pays africains aujourd'hui qui restent encore dans la prudence, risquent d'emboîter le pas au système maximaliste que Assimi Goïta a décidé d'impulser depuis un certain temps du côté de son pays et qui porte heureusement des fruits. Eh bien, voilà pour ce premier point. On rappelle que mardi, Amnesty International a aussi accusé l'armée du Burkina Faso d'avoir perpétré le massacre. On parle de ce massacre de Karma. Donc, l'organisation a estimé le nombre de victimes à au moins 147. Voilà. Donc, l'armée qui est aussi accusée. Là encore, on parle, tout à l'heure, vous avez parlé de cette guerre de communication. Oui, cette armée qui est encore de plus en plus taxée. Vous savez, l'objectif, c'est d'embrouiller la conscience de la population du Burkina Faso. Parce que la lutte contre l'insécurité aujourd'hui ne peut porter ses fruits que lorsque le peuple est avec vous. Oui. Si le peuple ne porte pas votre combat,
vous allez multiplier des stratégies n'importe comment que vous n'allez jamais réussir. Je pense que les exemples sur le terrain nous enseignent là à suffisance. Regardez ce qui se passe et ce qui s'est passé du côté du Mali par exemple. On a l'impression que les actions que le président malien Assimi Goïta pose sur le terrain sont des actions qui sont portées ou du moins dictées par le peuple. Le peuple se reconnaît en ces actions-là. Donc, il y a une sorte de légitimité qui se manifeste dans ces actions-là et qui vient mettre en difficulté la légitimité électorale que les puissances occidentales nous ont toujours imposée. Donc, cette façon de faire peut également permettre aux Africains de comprendre une leçon fondamentale, celle de savoir que la légitimité n'est pas toujours synonyme des élections, synonyme du vote. Et vous savez que dans ces deux pays-là, on venait juste de vivre des élections, mais les révolutions sont intervenues. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, lorsqu'on taxe les militaires du Burkina Faso, c'est pour déstabiliser la conscience du peuple, des citoyens qui sont de plus en plus en phase avec ce gouvernement-là. Donc, ce n'est pas fait au hasard. L'objectif, c'est de déstabiliser le peuple. C'est de montrer au peuple qu'en réalité, ce gouvernement-là que vous supportez, c'est un gouvernement qui peut se retourner contre vous à tout moment. Et qui n'est pas capable d'assurer votre sécurité. Et comme je vous ai dit, nous sommes, n'est-ce pas, dans une situation de sécurité, dans une situation de lutte contre le terrorisme. Et ce sont de très bonnes guerres. Parce que l'autre ne veut pas lâcher. L'autre qu'on veut chasser a également des intérêts. Et il va travailler pour qu'en réalité, il gagne la bataille. Donc, derrière cette guerre des armes que nous vivons sur le terrain, se cache une autre guerre symbolique du point de vue politologique qui est la guerre de communication. Parce qu'il peut arriver à un certain moment donné que vous gagnez même la guerre sur le terrain à partir des armes, à partir, n'est-ce pas, du rapport de force, mais qu'au niveau de la communication, vous la perdez. Et c'est celui qui gagne la guerre au niveau de la communication qui remporte la victoire, parce que c'est cette conception-là qui sera répandue à travers le monde comme étant une vérité générale. Donc, la guerre communicationnelle occupe une place fondamentale dans la lutte contre le terrorisme, comme dans toutes les autres guerres d'ailleurs. On rappelle justement que face à la situation sécuritaire dans ce pays, le gouvernement avait, il y a encore seulement quelques mois, lancé un appel en volontariat pour resserrer les rangs de l'armée afin de lutter justement contre le terrorisme. On s'attendait à 50 000 personnes. En tout cas, c'était les places qui étaient bien sûr dédiées à cela, mais on a eu 90 000 volontaires, qu'on peut dire que cette population, bien sûr, soutient le gouvernement et bien sûr les militaires aussi en place, hommes comme femmes. Ils ont donc répondu présent, en tout cas, ils ont répondu positivement à l'appel des autorités du Burkina Faso. Oui, sans toutefois vous couper, Madame Doumbé, ce que les gens doivent savoir, ou du moins ce que les gouvernants doivent maîtriser aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ils doivent intégrer le fait que le peuple occupe une place importante dans la lutte contre l'insécurité. Parce que le peuple est en califourchon entre l'ennemi et le gouvernement. Oui. Et c'est généralement celui qui rassure le peuple qui gagne souvent l'adhésion ou alors la position du peuple. Parce que lorsque le gouvernement ne pose pas des actions correctes, lorsque le gouvernement n'est pas sincère, le peuple va le lâcher et va tendre la main à l'ennemi qui est aussi là, n'est-ce pas, pour l'intégrer dans son camp. Oui. Vous savez que parmi les causes de l'insécurité que nous avons aujourd'hui, nous avons la pauvreté, nous avons la misère, nous avons la duplicité de nos chefs d'État, d'accord, à la tête de nos États, qui ne font pas toujours ce que le peuple demande, ou du moins ce qui prêche une politique, mais sur le terrain, n'est-ce pas, font le contraire. Oui. Donc cette façon de faire-là encourage souvent le peuple
à tendre la main à l'ennemi et à prendre les armes pour combattre son propre gouvernement. C'est pourquoi je dis souvent qu'il est très important de prendre en considération cet aspect-là et de mettre le peuple de son côté. Parce que tant que le peuple n'est pas de ton côté, alors tout ce que tu peux faire comme stratégie de lutte contre le terrorisme sera vraiment vain. Il faudrait que le peuple se reconnaisse dans ta politique ou dans votre politique de lutte contre l'insécurité. C'est en cela que la politique portera des fruits. Donc aujourd'hui, le peuple qui est en phase directe avec le terroriste est, n'est-ce pas, dans une position centrale qui peut faire bouger les choses, qui peut faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Le dernier point de cette émission reste toujours du côté du Burkina Faso, toujours pour parler de cette sortie du ministre de la Défense du Burkina Faso, mais on parle cette fois-ci de cette violation de l'espace aérien du pays. D'ailleurs, de ce côté-là, on accuse une coalition internationale contre le Burkina Faso. Qui se cache derrière cette coalition internationale? Pourquoi le survol de l'espace aérien burkinabé? On va essayer de répondre à ces autres questions. Alors, les autorités du Burkina Faso dénoncent une coalition internationale, plus précisément le ministre de la Défense, bien sûr, une coalition internationale contre le pays, affirmant que le pays a enregistré des violations de son espace aérien. Alors, on comprend bien sûr la dangerosité de l'acte. Qu'est-ce qu'une violation de l'espace aérien peut justement entraîner, Dr Sambou? Oui, une violation de l'espace aérien peut entraîner des conséquences terribles sur la conduite d'un pays comme d'un État. Parce que la violation d'un espace aérien, si elle n'est pas contrôlée, peut aboutir à ce qu'on appelle souvent les coups d'État. Okay. Et cette fameuse notion de coup d'État, il faut toujours revenir là-dessus pour comprendre que c'est un constructivisme qui a été, n'est-ce pas, mis en place par les Occidentaux dans leur politique de colonisation et d'impérialisme pour contrôler les pouvoirs en place. Oui. Parce qu'au sortir des indépendances, il faut le dire, ces indépendances-là qui restent toujours querellables du point de vue technique. Parce que si ces indépendances-là étaient vraies, les pays africains ne seraient pas à l'état où ils se trouvent là aujourd'hui. Ça veut dire que c'est des indépendances qui ont été des indépendances factices. Ouais. On a donné la corde, on a arrêté. On a donné la chèvre, on a arrêté la corde. Donc, dans cette façon donc de faire, les Occidentaux avaient développé une technique que j'appelle souvent la colonialité du pouvoir. La colonialité du pouvoir qui se manifeste par les coups d'État, qui se manifeste par la création des rébellions, qui se manifeste par la création des terroristes. Ces terroristes-là qui sont entretenus, ces rébellions-là qui sont entretenues, qui sont, n'est-ce pas, ravitaillés pour soit influencer le pouvoir en place, soit le déstabiliser et le faire remplacer par quelqu'un qui jouerait le jeu normal. C'est pour cela que lorsque vous faites l'historiographie des coups d'État en Afrique aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est des coups d'État qui ont toujours été impulsés par ce que j'appelle la dynamique extérieure, conformément à ce que j'appelle la colonialité du pouvoir. Les coups d'État en Afrique aujourd'hui ne sont pas neutres. Et ça permet donc maintenant de comprendre le sens de votre question, violation de l'espace aérien. Il faut maintenant prendre l'aspect important qui est le suivant. La lutte pour la souveraineté que certains pays africains ont engagée aujourd'hui, Madame Manuela Siké, c'est une lutte qui vise à recouvrir leur liberté. Lorsqu'on parle de la souveraineté, elle se manifeste sur 3 niveaux. Nous avons la souveraineté maritime. Nous avons la souveraineté territoriale. Et nous avons la souveraineté aérienne. Un État qui ne contrôle pas ces 3 types de souveraineté n'est pas souverain.
Et vous convenez avec moi que pendant plusieurs années, ces trois types de souveraineté échappaient au contrôle des pays africains. Que ce soit sur le plan maritime, que ce soit sur le plan aérien, mais que ce soit sur le plan territorial. La preuve, c'est sur le territoire des pays africains qu'on crée des rébellions. Ces rébellions-là, qui sont souvent poussées à revendiquer des sécessions. Comment expliquer qu'une rébellion puisse demander une sécession à l'intérieur d'un État souverain? Oui. Donc, pendant plusieurs années, les pays africains n'ont pas implémenté leur souveraineté. C'est pourquoi aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, comme plusieurs autres pays africains, demandent donc de recouvrir leur souveraineté, de vivre leur souveraineté comme un fait réel. Oui. Donc, la violation de l'espace aérien du Burkina Faso aujourd'hui est un enjeu qui montre que le bloc occidental serait en train de vouloir implémenter ce processus de la colonialité du pouvoir si l'occasion le leur permettait. Parce que en faisant cela, non seulement ils violent l'intégrité territoriale du Burkina Faso, mais aussi et surtout le droit international. Oui. Parce que vous ne pouvez pas vous donner le droit de violer l'espace aérien d'un autre pays sans son autorisation. Il faudrait au moins que vous ayez soit des accords militaires, soit des accords de défense pour le faire. Or, en l'état actuel, il n'en est rien. Donc, cette violation de l'espace aérien du Burkina Faso est tout simplement un élément qui démontre que le bloc occidental aujourd'hui est en train de multiplier des stratégies pour mettre en mal la dynamique sécuritaire que le Burkina Faso a décidé d'impulser depuis un certain temps. Parce que cette dynamique sécuritaire-là, je vous ai dit, est, n'est-ce pas, attentatoire aux intérêts du bloc occidental. Et lorsque les intérêts du bloc occidental ne sont plus sauvegardés, ils utilisent donc des stratégies pour renverser le gouvernement en place, à l'effet de le faire remplacer par un autre gouvernement qui serait cette fois-ci docile à leur politique. Et c'est l'occasion de comprendre aujourd'hui pourquoi ces puissances occidentales appellent partout où il y a ce processus de transition, ou si vous voulez de transitologie dans les pays africains, au retour à l'ordre constitutionnel. Donc pour eux, l'objectif dans ces pays-là qui sont aujourd'hui dans des situations un peu troubles, l'objectif est électoral. Or, pendant plusieurs années, on a compris, et les pays africains sont en train de comprendre véritablement aujourd'hui que le problème n'est pas des élections. Ces élections, même là qu'on organisait depuis Mathusalem, n'étaient pas des élections qui reflétaient la volonté du peuple. Donc aujourd'hui, moi je pense que toute cette dynamique qui est en train d'intervenir aujourd'hui sur le sol africain doit permettre aux Africains de penser un certain nombre de mots MAUX qui ont longtemps miné ce continent-là, qui ont longtemps maintenu ce continent-là dans la dépendance. Donc, je suis de ceux qui pensent que les révolutions aujourd'hui sur le sol africain ne doivent plus bénéficier aux puissances occidentales. On ne doit plus voler nos révolutions. Il faudrait que chaque fois qu'il y a révolution dans un pays africain, que cette révolution-là participe à changer les choses, participe à éradiquer le système, n'est-ce pas, qui sévissait jusque-là sur le terrain. Et c'est pourquoi j'en appelle donc à ces révolutions-là qui sont nourries par des dynamiques internes, ou si vous voulez, les dynamiques lourdes sur le sol africain. Il ne faudrait plus que les révolutions soient impulsées par les puissances occidentales. Il ne faudrait plus que quand on voit un coup d'État en Afrique, que ce soit la puissance occidentale qui est derrière en train de manipuler. Non, il faudrait que ce soit un volontarisme africain, comme ce que nous sommes en train de vivre avec Assimi Goïta aujourd'hui. Le coup d'État d'Assimi Goïta, contrairement à ces multiples coups d'État que ce Mali-là a connus dans le passé, c'est que son coup d'État
est un coup d'État qui est porté par la dynamique interne, est un coup d'État nationaliste. Oui. C'est pour cela que c'est en train de porter les fruits aujourd'hui. Nous avons vécu des coups d'État comme ça dans le passé. Lorsque vous avez vu le coup de force du colonel Kadhafi, lorsqu'il accédait au pouvoir, c'était la même chose. Oui. Même chose avec Thomas Sankara. Donc, il faudrait donc aujourd'hui, contrairement à ces coups d'État nationalistes qui ont été brisés dans le passé, Oui. il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on cherche à les maintenir, à les sauvegarder pour que ces coups d'État-là n'échappent plus au peuple africain. Il est aujourd'hui important pour nous, Africains, ou du moins pour la grille panafricaniste, de penser une façon de faire qui participerait à protéger les dynamiques de lutte que nous implémentons ou alors que nous appelons sur le continent africain. Parce que lorsqu'on voit par exemple le printemps arabe, par exemple, qui s'est opéré, parce qu'en Afrique, il y a les tentatives de changement de système. C'est que ces systèmes-là sont parfois volés au peuple africain. Quand on voit le printemps arabe, c'est l'expression de la soif d'un changement. D'accord? C'est le peuple qui était au début, c'est le peuple qui a porté la révolution. Mais lorsque cette révolution-là est intervenue, on voit bel et bien qu'elle a été volée. Voilà, elle a été volée par d'autres colons que j'appelle souvent les endocolons. Parce que dans cette lutte contre l'insécurité aujourd'hui, dans cette lutte panafricaniste aujourd'hui, une des pesanteurs, c'est que à l'intérieur du continent africain, nous avons nos propres ennemis. D'accord? Comme on dit souvent, nos propres ennemis sont en nous-mêmes et non hors de nous. Parce qu'il y a encore certains Africains qui travaillent pour que ce système qui est en train de montrer sa faillibilité aujourd'hui se maintienne. Donc, il faut également les dénoncer pour dire qu'aujourd'hui, il faudrait que tous les Africains se convergent vers le même combat qui est le combat de la libération du continent africain qui doit aboutir à son unité. Parce que le travail que le Burkina Faso est en train de faire, le travail que le Mali est en train de faire, ne portera ses fruits que si tous les autres pays africains sont en phase avec cette vision-là. Or, lorsque vous voyez la configuration du continent africain aujourd'hui, nous avons encore ces luttes des intérêts personnels. D'accord? Les Africains ont encore du mal à parler avec unanimité et univocité sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de problématiques. Or, aujourd'hui, il est important que tous ces Africains-là parlassent avec unanimité et univocité pour que le continent africain puisse échapper à cette politique d'exploitation coloniale, d'exploitation du monde. Parce que lorsqu'on fait les analyses économiques, il est de plus en plus démontré que dans les jours à venir, l'Afrique est en train de se positionner comme le véritable acteur sur la scène internationale. Donc, il ne faudrait pas que cette façon de faire-là puisse échapper aux Africains. Il faudrait que les Africains prennent conscience de cet enjeu-là et travaillent pour que, au finish, le continent africain se libère du joug colonial. Eh bien, nous sommes presque à la fin de cette émission. On rappelle que sans donner de précision sur la composition de cette coalition, puisqu'on parle de coalition internationale, le ministre burkinabé a dénoncé le double langage de certaines parties en matière de lutte contre le terrorisme. Donc, comme pour dire que l'on fait semblant d'aider le Burkina Faso. Eh bien, il a déclaré aussi, le Burkina Faso demande uniquement qu'on lui envoie des moyens pour lutter contre le terrorisme. On n'a pas besoin d'un seul soldat étranger pour mener cette lutte. Alors, Dr Sango, pour sortir après cette haute déclaration, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est prêt à lutter contre le terrorisme, du moins, justement, au regard de son passé sécuritaire, sans alliés, sans... Est-ce que aujourd'hui on peut dire que le pays est prêt? Oui.
de manière absolue, Oui. on ne saurait le dire parce que je vous ai dit que la lutte contre le terrorisme n'est pas un terminus. Tout à fait. N'est pas un programme qu'on peut réaliser une fois pour toutes et croiser les bras. Exactement. D'accord? Pris dans cette logique-là, on ne saurait l'affirmer. Oui. Mais lorsqu'on voit maintenant du point de vue de la réelle politique, on peut dans une certaine mesure que contrairement à son passé sécuritaire, hein, le Burkina Faso aujourd'hui est nanti de quelques éléments pour résister du moins à cette invasion du terroriste qui l'a longtemps mis en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, il y a un avantage comparatif qu'il peut mettre sur la table et qui est souvent très important lorsqu'on fait les analyses des luttes contre l'insécurité, qu'on appelle la diversification du partenariat. Tout à fait. Vous savez que pendant plusieurs années, les pays africains sont restés dans un monisme partenarial, c'est-à-dire où on a obligé les pays africains à faire avec un seul partenaire. Et cette façon de faire a donc causé des conséquences que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ce partenaire-là qui était un partenaire unique, il s'est avéré sur le terrain comme étant un partenaire qui créait le terrorisme, qui collabore avec le terrorisme et qui utilise le terrorisme pour sauvegarder ses intérêts. Donc à partir du moment donc où les pays africains ont eu l'opportunité, ou si vous voulez, la licéité de diversifier leur partenariat, cela a instauré une conséquence positive sur le terrain, à savoir l'équilibre de la terreur. Parce que si le partenariat n'était pas diversifié aujourd'hui, c'est qu'au Mali, là, il y a longtemps qu'on l'a débarrassé. C'est qu'au Burkina Faso, il y a longtemps qu'on l'a débarrassé. Et ça rejoint les affirmations d'Alassane Ouattara lorsque Assimi Goïta faisait son coup d'État. Alassane Ouattara disait ne donnez pas 3 mois à Assimi Goïta parce qu'il pensait qu'il était encore dans le même système du partenariat unique. Vous voyez donc que cette diversification du partenariat fait donc en sorte que avant de frapper sur le terrain, l'autre réfléchit d'abord par 1000 fois avant de poser son acte, son acte de déstabilisation sur le terrain. Donc, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui concernant ces pays qui ont décidé de prendre leur destin en main. C'est des pays aujourd'hui qui ont cet avantage comparatif parce qu'ils ont cette fois-ci eu le courage de prendre d'autres partenaires, même si pour certains, ils ont encore conservé l'ancien partenaire. Et l'avantage sur le terrain, c'est que cet ancien partenaire ne pourra plus le frapper n'importe comment, à sa guise et n'importe où. Merci à vous, Dr Sango. Et on va bien sûr terminer par cette note. Face à la presse, c'était le 4 mai dernier, donc c'était hier. Le président de la transition du côté de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est exprimé sur la situation sécuritaire du pays et particulièrement justement l'attaque qui a eu lieu du côté de Karma dans le nord, faisant un bilan lourd. Alors selon lui, il faut éviter d'accuser sans savoir ce qu'il s'est réellement passé. Il faut que les gens évitent de tirer des conclusions hâtives et qu'ils laissent les enquêtes suivre leur cours, a-t-il martelé, en demandant également aux forces, du moins aux troupes des FDS burkinabés de ne pas s'adonner à ces vils propos les concernant. Rappelle qu'ils sont accusés. On a suivi tout à l'heure par Amnesty International par exemple. Alors le capitaine Traoré a rappelé sa satisfaction des équipements issus de la coopération avec la Fédération de Russie et précisé que les rumeurs sur Wagner sont fondées pour dire aux gens de s'éloigner de s'éloigner du Burkina Faso. Pour le président, bien sûr, aux affaires depuis quelques mois seulement, pendant longtemps, le gouvernement a fait l'erreur de minimiser l'ennemi. Eh bien, on rappelle que après l'attaque de Karma en avril dernier, une vidéo mettant donc en scène des hommes abhorrants des tenues semblables à celles des FDS a alimenté des accusations contre ces forces armées. Et voilà donc, chers auditeurs et téléspectateurs, c'est avec ces propos également qu'on va mettre un terme à cette autre édition de Regard panafricain. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Dr Sango. C'est moi qui vous remercie, Madame Sike. Je profite de l'occasion également pour remercier les multiples téléspectateurs et auditeurs qui ont pris du temps de nous suivre. Voilà donc, on vous dit au revoir et bien sûr à très très bientôt.